Donc, Jean-Charles Simon, salut Jean-Charles, Bonjour. entrepreneur, économiste, et Jérôme Mathis, salut Jérôme, prof d'éco à Dauphine. Bon, donc on va démarrer. Pourquoi j'y pensais là, en espérant qu'il y aura quelqu'un pour prendre en main les... j'écoute, alors, vous allez dire c'est une drôle d'occupation, mais j'écoutais Jean-François Copé ce matin sur RTL d'ailleurs, et il exprimait un peu ce que je ressentais moi aussi, c'est-à-dire que c'était assez intéressant. En gros, l'interview, c'était LR peut servir de force d'appoint pour essayer d'influer les réformes dans le bon sens. Et Copé lui disait, mais je ne sais pas, moi, ce que sont les réformes. Donc, la journaliste, c'était Alba Ventura, lui disait, mais comment ça, vous êtes contre la retraite à 65 ans? Copé disait, mais on en est où sur ce sujet-là? J'en sais rien. Vous êtes contre l'obligation d'activité pour le RSA? Non, mais on en est où? Le président ne dit plus rien. Enfin, comme je le disais hier, la dernière fois, moi, que j'ai entendu une phrase à peu près concrète sur la réforme des retraites, c'était Olivier Dussopt, qui disait, et d'ailleurs, Jean-Charles, j'ai besoin d'un peu de tes lumières là-dessus, qui disait, finalement, la réforme Touraine fait bien le job. Donc la réforme Touraine, c'est 3 mois de cotisation supplémentaire tous les 3 ans, c'est ça Ça fait ça, exactement. Donc c'est un trimestre tous les 3 ans. Et donc ça prolonge les réformes précédentes sur les nombres de trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Oui, pour avoir une retraite à taux plein, exactement. Ça, c'est pas une réforme d'âge. C'est pas un âge qui vous ouvre un droit, c'est un nombre de trimestres. Vous pouvez quand même prendre votre retraite à 62 ans, même si vous n'avez pas les trimestres, voilà. Mais vous avez une décote. Voilà. Donc ça, c'est une réforme qui, effectivement, on s'en rend compte, pousse bien le départ effectif des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens partent déjà à plus de 63 ans à peu près. On est donc au-delà des 62 dans le départ effectif. Et il le fait un peu en mode CSG, c'est-à-dire ça se fait sans douleur, ça se fait sans que personne n'en parle. Il y a l'Agirc Arrco aussi qui a créé un dispositif de bonus-malus qui est calé sur 63 ans. Donc en fait, tout ça a déjà prolonger sans faire de bruit les départs à la retraite. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent vers 62 ans, qui font leur bilan, combien je vais toucher, et qu'on leur dit, si tu restes 5 trimestres de plus, ça va faire tant, etc., ils font leurs arbitrages et restent un petit peu plus longtemps. Faut le faire. Alors non, en fait. Alors juste parce que l'Agirc Arrco a publié son premier bilan sur ce bonus-malus. Sur ce bonus-malus, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Voilà. Mais alors, la réforme Touraine je vais juste donner le chiffre. C'est moins de 10%. Ce qui est très intéressant quand même. Moins de 10% de ceux qui auraient pu continuer, qui ont choisi de continuer. Je crois que c'est 9% des salariés, sachant que un gros tiers, quasiment 40% des salariés ne sont pas concernés, soit parce qu'ils sont déjà soumis à une décote, soit parce que c'est carrière longue, maladie, handicap, etc., etc. Ce qui veut dire quand même soit qu'il y a quand même une forme de souffrance au travail, et c'est l'Agirc Arrco, c'est-à-dire qu'on parle des cadres en plus, voilà. Soit qu'en fait, les retraites sont quand même très très généreuses. Oui, de toute façon. Et que le retraité peut faire l'arbitrage de dire non, finalement, je n'ai pas besoin de 500 balles de plus. L'Agirc Arrco, il est très faible parce qu'en fait, il n'applique un bonus-malus que sur 3 ans. Ouais. Donc, il n'applique pas sur la durée de vie de la retraite. Tout à fait. Tandis que la décote de la CNAV liée à la réforme Touraine, et liée avant déjà aux réformes précédentes, elle applique une décote sur c'est une décote viagère, sur toute la durée de votre retraite. Donc, celle-ci a forcément plus d'impact que la réforme Agirc Arrco, qui effectivement est à faible impact pour l'instant. Mais de toute façon, encore une fois, les gens, à cause des trimestres CNAV, assurance vieillesse, régime de base, continuent un peu plus longtemps de travailler. Mais tout ça pour dire que, légitimement, tu peux te demander, je ne sais pas Jérôme, si tu réfléchis comme ça, tu peux te demander si, mais on en a peut-être déjà parlé, si on va se retrouver avec un président réformateur mode Macron 2017 ou avec un roi fainéant mode Jacques Chirac 2002, c'est ça, c'est 2002, la réélection de Jacques Chirac. Voilà, c'est ça. Le président réformateur réforme jusqu'à la limite de l'acceptation du peuple. Il y a quand même, les sondages indiquent quand même qu'il y aurait un tiers des Français qui seraient pour abaisser l'âge de départ à la retraite. C'est ce qui nourrit d'ailleurs en ce moment. Ils votent NUPES d'ailleurs, un tiers. Les rangs de NUPES, tout à fait. Donc c'est des gens qui souvent je pense, s'arc-boutent en se disant moi j'ai cotisé toute ma vie, maintenant que c'est à moi de bénéficier, il n'y a pas de raison que je bénéficie moins que ceux que je finançais autrefois. En revanche, je pense qu'ils n'ont pas toujours conscience des données macroéconomiques du pays. D'abord, la pyramide des âges, il y a quand même un bon quart des Français à la retraite. Ouais. Et puis, eux ont commencé à travailler, ils sont nés dans les années 60, les gens qui partent actuellement à la retraite. Ils ont commencé à travailler à une époque où il y avait 4 cotisants par retraité. 10 ans plus tard, en 1970, il y en a déjà plus que 3, et aujourd'hui, il y en a moins de 1,5. Ouais. À l'époque,
toujours dans les années 60, les gens qui partent à la retraite, ils avaient une espérance de vie à peu près de 10-12 ans. Aujourd'hui, c'est 25 ans. Donc non seulement on a beaucoup plus de retraités, on a des retraités qui vivent, et c'est tant mieux, beaucoup plus longtemps. Ça doit se financer. Et ce qui, moi, me surprend sur la position des partis d'extrême gauche, c'est que eux qui brandissent toujours l'étendard de la redistribution des richesses, quand on regarde, on voit que les retraités sont en moyenne un peu plus riches que les actifs. Et vouloir abaisser l'âge de départ à la retraite, c'est aggraver cette inégalité, puisque c'est venir gonfler le rang du nombre de bénéficiaires et diminuer le nombre de cotisants. Donc c'est quelque chose qui, moi, me stupéfait venant de l'extrême gauche, quand même. Mais alors, ma question n'était pas, c'est toujours très intéressant, hein, mais j'ai assez peu de doutes quand on est sur Bismart, sur nos auditeurs téléspectateurs et ce qu'ils pensent de la nécessité d'une réforme des retraites. Tu vois, je le dis, moi, avec, on se cache pas derrière son petit doigt. Non, c'est savoir, toi tu dis, finalement, si... c'était quoi ta phrase le président réforme Oui, jusqu'à la limite de l'acceptation populaire. Il faut au moins c'est un gouvernement qui a été marqué au fer rouge par le mouvement des Gilets jaunes, bien que ce soit un mouvement qui soit tout petit par rapport à la population française. L'acceptation populaire, elle est enfin, alors à ce moment-là, tu t'arrêtes. C'est ça, tu fais Jacques Chirac. En fait, tu fais Jacques Chirac 2002, traumatisé par Malik Oussekine et c'était le CPE, c'est ça, qui avait été. Moi, j'étais reporter à l'époque. Le CPE, ça, c'est sous Villepin, c'est dans le deuxième mandat Chirac. C'est Villepin. Ah, c'est dans le deuxième mandat de Chirac ? Oui, tout à fait. Ça a été un des trucs les plus violents que j'ai traversés hors guerre, quoi. C'était aux Invalides, là. Contestation populaire. Des gamins. Ce qui a été très roi fainéant, ça a été les 3 années de Raffarin avec Chirac 2002-2005. Et en revanche, il y a eu une petite tentative, une période, un épisode réformateur quand Villepin a été nommé Premier ministre. Parce qu'il avait Sarkozy, il avait l'épée de Sarkozy dans le dos. Il espérait encore pouvoir être en compétition pour la présidentielle de 2007. Et donc il a tenté le coup, CPE, CNE, et il a échoué sur le... Et après, pour le coup, plus rien n'a été fait, surtout qu'il y a eu des émeutes des banlieues de 2005. Donc après, là, ça a été le gel total jusqu'à 2007. C'est ça. Et on avait eu cette innovation sémantique de la loi promulguée mais pas appliquée. Exactement. C'est ça, hein. Exactement. C'était le quand même, juste avec l'histoire de Descotes que tu mentionnes, tu soulignes un point intéressant, c'est que souvent, le citoyen qui s'informe assez peu sur ces questions-là reste focalisé sur un aspect binaire des choses. Quel est l'âge de départ à la retraite légale ? Qu'est-ce que ça ? Mais en fait, avec ces histoires de Descotes, on se rend compte que quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte noire, en fait, c'est plutôt un phénomène, un mécanisme qui est lissé et qui est continu. On a le droit de partir avant, avec une petite décote. Si on part longtemps avant, on a une grosse décote, etc. Et finalement, tout se lisse. Mais les gens s'arc-boutent sur des chiffres, sur des réformes qui annoncent des plans binaires. Voilà, quel est l'âge de départ légal ? On pourrait dire, on maintient l'âge de départ, mais on réduit un peu les retraites. D'ailleurs, c'est ce qui est fait de manière continue quand on augmente la CSG des retraités. D'ailleurs, c'est les retraités, parce qu'ils n'acceptaient pas que leur CSG soit augmentée, qui ont rejoint le rang des Gilets jaunes, rappelez-vous. Oui, c'est sur cette question-là. Enfin, ils ont rejoint les gens. Ils ont même été, en fait, la première étincelle. Exactement. Ils ont même été la première étincelle. Alors que c'était un petit rééquilibrage, comme tu le disais, sur inactif-actif. C'est-à-dire que c'était, comme justement la France se caractérisait par cette singularité d'un revenu moyen des inactifs, des retraités, supérieur à celui des actifs. L'idée, c'était une petite correction, c'est-à-dire qu'on allégeait les cotisations sociales salariales pour les actifs. Exactement. Et on augmentait la CSG pour les retraités au-delà d'un certain seuil, qui finalement a été porté à 2 000 €, donc qui ne concerne plus beaucoup de retraités. Mais ça, qui était le bon sens, et qui était plutôt de la justice sociale, a été combattu massivement, par les retraités bien sûr, mais par d'autres également. Ça va me permettre, attends Jérôme, parce qu'on a fait la pub de ton livre, formidable interview, allez voir d'ailleurs l'interview de Jérôme Matisse sur le prix de la vie. Et c'est vrai qu'il y a 2 jours, j'ai cité le bouquin de Guillaume Bazot, donc, qui viendra nous voir à la fin du mois, le 28 je crois, mais je vous redirai ça, donc, qui s'appelle L'épouvantail néolibéral, un mal très français. Voilà, je vous montre le bouquin. Et c'est une mine, je suis en train de le lire là, et je prends mon temps parce que c'est vraiment d'abord très agréable à lire et puis une mine d'infos. Et donc, assez vite, je retombe sur ce qu'il raconte. Donc, notamment le premier chapitre, c'est sur bien-être social, niveau de vie, pauvreté, etc. Donc, la hausse du pouvoir d'achat n'est pas symétrique selon les classes d'âge. De fait, alors que les moins de 65 ans ont vu leurs revenus s'accroître légèrement plus vite que les plus de 65 ans entre 1995 et 2008, il s'avère que les plus de 65 ans ont capté une partie importante des hausses observées depuis 2008. Voilà, donc... depuis 2008, effectivement, le revenu des actifs, c'est pas la meilleure période historique pour le revenu des actifs. Alors, mais tu connais ça, Jean-Charles, juste un mot, parce que le bouquin parle de ça et dit, oui, c'est lecture, Jérôme, qui peut être très utile.
la date à laquelle tu commences ta statistique. Bien sûr. Qui est, toi tu es statisticien, et il dit toutes les références à 1980, par exemple dans le débat public, sont des références que vous pouvez écarter. En fait, 1980 est une mauvaise référence. Il faut démarrer en 70, plus sûrement en 90, pour avoir des séquences qui sont des séquences qui traduisent beaucoup mieux le réel et non pas l'idéologie. Puisque c'est typiquement le partage de la valeur ajoutée. Le partage de la valeur ajoutée entre la rémunération du travail et la rémunération du capital, 80, c'est une date aberrante en fait. Enfin, c'est une période un peu aberrante. C'est la grande période d'inflation. Et donc, en fait, c'est pas la bonne, le bon moment pour voir les choses. Voilà. Voir avant 70 ou depuis 85. Et depuis 85, on a une fameuse grande stabilité en France du partage de la valeur, qui est quelque chose qui est contesté contre tous les faits évidents. Il y avait eu une commission en 2009, Sarkozy contestait le sujet puisqu'il voulait un nouveau partage de la valeur. Il avait demandé au directeur général de l'INSEE de l'époque, Jean-Philippe Cottis, de faire une commission avec les partenaires sociaux, à laquelle j'ai participé à l'époque puisque j'étais directeur général du MEDEF, et tout le monde avait dû constater que non, y compris les syndicats de salariés, alors avaient essayé de tourner les choses et ça, mais avaient dû constater, il n'y a pas de déformation du partage de la valeur en faveur du capital en France, et au contraire, le partage de la valeur, alors la comparaison internationale est un sujet très, très délicat en la matière. Mais quand on regarde, la France, la part des salaires est élevée. Après, j'avais discuté avec Jean-Philippe Cottis, moi, sur cette étude. Visiblement, quand même, travail effroyablement complexe à mener. Je ne sais pas, Jérôme, si tu t'étais posé la question. Et il n'y a pas eu d'étude aussi complète de celle de Cottis depuis. Voilà, donc, mais depuis, en revanche, depuis quand on regarde la même statistique, c'est-à-dire quelle est la part des salaires dans la valeur ajoutée brute, les choses sont très claires. Il n'y a pas de recul en France, alors qu'il y a des pays où ça a reculé fortement, notamment l'Allemagne d'ailleurs. Et justement, c'est ce que, alors je le disais il y a 2 jours, c'est ce que Guillaume Bazot appelle les. Alors c'est pas lui, il reprend un sociologue célèbre dont j'ai oublié le nom, mais appelle les idées utiles, c'est-à-dire cette idée de les actionnaires pompent le pognon au détriment des salariés, c'est une idée utile. C'est une idée facile à balancer dans le débat public et très très compliquée à contester derrière. Voilà. Même chose, dit-il, sur les aides pour les loyers. Nous qui avons étudié ces matières, on sait tous que les aides pour les loyers enrichissent les propriétaires et en fait ne sont qu'un faible soutien pour les locataires et notamment les locataires avec peu de ressources. Très compliqué à expliquer dans le débat public, alors qu'il est tellement simple de dire mon Dieu, il faut absolument aider les pauvres gens qui n'arrivent pas à se loger. Cette faute que tu mentionnes, qui est perpétuellement rejetée sur les actionnaires, à mon avis, elle s'explique simplement. C'est que chacun qui a en charge de mener une mesure qui est impopulaire, alors au sein de l'entreprise, par exemple, on va dire c'est pas moi en fait, c'est un ordre qui vient d'en haut, et on remonte comme ça dans la pyramide de l'entreprise jusqu'à ce qu'on arrive à l'équipe dirigeante et qui dit c'est pas nous, ce sont les actionnaires. Et là il n'y a plus personne, parce qu'il n'y a aucun actionnaire qui dit moi en tant qu'actionnaire je prends la parole pour défendre la position des actionnaires. Personne ne le fait. On est dans l'anonymat le plus complet. Absolument. Et donc voilà, c'est une faute qui est perpétuellement rejetée jusqu'à ce que quelqu'un ne s'en défende plus et ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. L'actionnaire pourrait dire, s'il prenait la parole, c'est pas nous, c'est les consommateurs qui veulent un meilleur pouvoir d'achat et qui sans cesse nous obligent à tirer les prix vers le bas, donc à être plus concurrentiels et donc potentiellement à supprimer des emplois. Mais ça, ils ne le disent pas. Voilà. Ouais, c'est très juste. Ah, tiens, ce qui m'amène sur ce sujet, on part dans tous les sens, mesdames, messieurs, mais peu importe. Enfin voilà. Parce que sur les dividendes, la question du dividende salarié. On va pas en reparler on en a parlé beaucoup autour de cette table. Thibault Langsat, tiens, d'ailleurs, lundi, je vous redonnerai l'interview qu'on avait faite vraiment sur ce sujet avec Thibault Langsat, puisque force est de constater, peut-être que lundi, d'ailleurs, Thibault sera ministre des PME, du tourisme et de l'artisanat, c'est le plus grand bien que je lui souhaite, mais il semble bien que ces histoires de dividendes salariés se mettent en place. Là, ça y est, enfin, François Asselin... Alors, vous n'en avez pas entendu parler parce que ça n'intéresse personne, mais moi j'ai vu le point de vue de François Asselin très clair, CGPME, disant notamment, et c'est aussi ce qui rend le calcul du partage de la valeur assez compliqué à établir en France, énormément aujourd'hui de patrons de PME, de patrons de TI, se payent avec des dividendes. Voilà. Ces dividendes, seule l'administration fiscale en a la déclaration, et c'est évidemment couvert par le secret fiscal. Donc c'est compliqué à évaluer. Simplement, dit Asselin, si, quand le patron se verse un salaire, finalement, c'est à travers le dividende, il faut absolument qu'il mette en face un dispositif de partage de la valeur, quel qu'il soit,
on change complètement les données du problème. Surtout, effectivement, et on handicape davantage encore les entreprises françaises. Ces entreprises à un actionnaire, ou on va dire à une famille actionnaire, qui sont le tissu des PME françaises classiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnariat, en fait. Il y a une personne et ses proches qui sont les actionnaires. C'est fréquent, en effet, que... c'est presque une pratique de bonne gestion d'ailleurs. Je ne vais pas me coller une rémunération fixe sur ma personne parce que ça handicape le compte d'exploitation de l'entreprise. Et donc, je vais me payer en dividendes. Dividendes dont j'essaie d'expliquer chronique après chronique et tout ça, que c'est une part de la valeur en anticipation de l'entreprise et que c'est pas autre chose. C'est-à-dire que l'actionnaire ne s'enrichit pas, il retire de la valeur de l'entreprise pour lui-même. Mais dans ce cas-là, ça se discute. Non, quand l'entreprise est cotée, il n'y a aucun doute. Quand l'entreprise est cotée, ça se voit le jour de la cotation, c'est le jour du détachement du dividende, la valeur, elle baisse la valeur du dividende. Quand elle n'est pas cotée, quand elle n'est pas cotée, c'est pareil. Si tu veux, s'il laissait une part de résultat. Oui, mais s'il laissait le résultat dans l'entreprise et qu'il le faisait fructifier, il l'aurait le jour de la cession de l'entreprise. Sauf que, comme justement, c'est pas liquide, c'est la meilleure façon pour lui d'avoir de la liquidité sur la valeur de l'entreprise. Ça, oui. Donc c'est ce à quoi sert le dividende typiquement pour ces personnes-là, mais aussi pour les actionnaires de sociétés cotées. Ça donne de la liquidité à la valeur de l'entreprise. Mais inversement, vous voyez qu'il y a des entreprises, notamment en phase de très grande croissance ou de démarrage, ne versent jamais de dividende et ça n'handicape pas la valeur de l'action. Donc le vrai sujet pour moi sur le dividende salarié, je comprends la bonne idée. Thibault je vois très bien le point de départ. Il a raison sur. Il veut apaiser les philosophie. Choses. Il explique. Non, mais il a raison sur une philosophie, effectivement, de dire. Il est chef d'entreprise lui-même, de dire c'est quand même un bel outil intéressant pour faire participer les personnes et aligner quelque part les intérêts aussi de toute la collectivité de l'entreprise. Mais là où, à mon avis, il fait une erreur, d'abord, il renforce cette idée qu'il y a un vrai souci avec le partage de la valeur en France, qui, encore une fois, n'est pas vrai. Donc, quelque part, il donne des armes au camp NUPES, etc. Et la deuxième chose plus prosaïque, c'est qu'effectivement, les TPE, PME vont être très embêtés si on leur impose la participation obligatoire, ce qui n'est pas le cas à dessein, justement. Pourquoi on a rendu ça obligatoire dans les plus de 50 ? Parce qu'on sait que dans des petites boîtes, c'est vraiment, d'abord, c'est la croix et la bannière à mettre en place, et c'est des contraintes en plus, et ça va être quelque chose que, du coup, le chef d'entreprise ça génère de la frustration, en plus. Asselin explique bien que ça peut générer de la frustration. Ça peut générer beaucoup de frustration. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est ça, parce que depuis le gaullisme social et les discours de 67 sur la participation, le grand totem français sur la troisième voie. Donc, Thibault est dans cette école-là, très bien. Bon, c'est école très française, très, très spécifique, parce que ça n'existe pas ailleurs, par ailleurs. Tout ça, ces machins-là n'existent pas. Vas-y, donc fini. Ces trucs-là, les gens disent, voilà, on veut réconcilier. Mais les syndicats de salariés sont contre. Bien sûr. Les syndicats de salariés sont contre, parce que les syndicats de salariés disent, moi, je veux du salaire. Je veux pas un machin qui va dépendre, je veux du salaire. Et je sais très bien ce que vous allez faire, et ils ont raison en partie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, si je donne de participation intéressement, je vais donner moins d'augmentation de salaire. Et je vais finalement faire mon calcul global, ce qui est légitime, parce que finalement, tout chef d'entreprise raisonne comme ça. Moi, tu dis, c'est quoi mon coût du travail global ? Ce qui me permet, et je vais intégrer la participation et l'intéressement dedans. Ce qui me permet de prendre ma casquette de vieux sage pour dire non, parce que tu dis c'est de la bonne gestion pour le chef d'entreprise que de se rémunérer à travers le dividende. Oui et non. Il faut que vous regardiez ça de très près parce qu'il faut cotiser quand même. Donc, bien sûr. Non, mais c'est pas nécessairement un bon service qui se rend à lui-même. Il ne sera pas forcément un bon service à lui-même. Ça, c'est clair. L'inflation des SAS avec les gars qui cotisent plus et qui vont se réveiller à 45 ans en disant mais bien sûr, je connais des tas de situations comme ça où les personnes ne se versent plus du tout de salaire et ne font que du dividende en se disant tu sais, comme ça, j'ajuste, quand je peux prendre un peu, je prends, et puis sinon je laisse dans la société. Sauf qu'ils n'ont plus de retraite. Exactement. Parce que dans un système comme le système français où tout est en répartition, il faudrait qu'ils fassent un effort Madelin ou contrat pair équivalent, et ils le feront souvent pas, et donc ils oublient un peu leur problématique de retraite. Donc ça, il faut qu'ils fassent gaffe à ça. Ils comptent souvent sur la revente de leurs actions pour financer leur retraite. Exactement. C'est un peu comme un commerçant qui revend son fonds de commerce. C'est un calcul super dangereux. Entrepreneur, c'est déjà dangereux. Et ça veut dire qu'on met tous c'est un calcul super dangereux. On met tous ces gens dans le même panier. On n'a plus d'assurance chômage. On n'a plus d'assurance retraite. Et donc on prend des risques. Mais c'est la vie de l'entrepreneur aussi. Tu penses quoi de cette histoire ? Plus largement d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça nous amène d'ailleurs sur un des sujets que je voulais qu'on regarde ensemble. C'est-à-dire, on sent bien que l'entreprise va être sollicitée sur ces questions de pouvoir d'achat.
Hein, donc elle s'appelle PEPA, c'est ça, hein, la prime Macron, son vrai nom, son petit nom, c'est la prime PEPA, voilà. Donc prime PEPA, montée jusqu'à 6 000 €. Là encore, la CGPME Asselin voudrait qu'elle puisse être versée en plusieurs fois. Et donc là, ça devient quand même un grand n'importe quoi. Heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées, enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments qui vont être mis en avant pour que les entreprises essayent de participer à ce redressement du pouvoir d'achat. C'est un discours qui me désenchante un petit peu. Vas-y. Parce qu'on assiste actuellement, on est encore dans les législatives, on assiste actuellement à une course au moins-disant fiscal, une course au mieux-disant du soutien au pouvoir d'achat. Et à mon sens, moins-disant fiscal, je pourrais en parler tout à l'heure parce que ça ne répond pas à ta question, mais sur la question du pouvoir d'achat, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que dans une problématique environnementale, on est censé réduire un petit peu la valeur de la consommation. Alors, j'appelle pas à de la décroissance, j'appelle à un minimum de sobriété quand on constate que les ménages français continuent à jeter 500 à 1 000 € de nourriture chaque année parce qu'ils ne l'ont pas consommé dans les temps. Donc, apporter un coup de pouce de pouvoir d'achat aux foyers qui en ont réellement besoin, il faut le faire. Par contre, un coup de pouce de pouvoir d'achat à tout le monde, ça me paraît être totalement inapproprié à la situation actuelle. Par exemple, moi, je suis fonctionnaire, donc ça fait plus de 10 ans que mon point d'indice est gelé. Je ne suis pas spécialement pour que ce point d'indice soit dégelé aujourd'hui. Je trouve que la situation ne s'y prête pas. Alors en disant ça, je vais avoir plein de collègues qui tout à l'heure vont venir m'engueuler dans mon bureau. Mais voilà, c'est qu'il y en a qui en ont réellement besoin. Tu leur répondras, écrivez des bouquins, vous aussi. Ouais. Non mais... Est-ce qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde, sachant que, en fait, en termes de consommation, oui, mais alors, de progresser, d'avoir de plus en plus... C'est en ça. Ouais, mais le truc, par exemple, le truc PEPA, le patron qui va filer 500 €, on va dire. OK, il va les filer. Ouais, ça peut être plus de 500 €. Hein. Bah, en fait, je crois que c'est la moyenne de la prime telle qu'elle a été distribuée en 2019. Effectivement, il y a des gens qui avaient saturé à 1000, après maintenant c'est 2000. Mais même, disons, à 1000, il va la filer à 1000. En fait, en relatif, il a filé à 1000 à tout le monde. Mais en relatif, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat pour celui qui est payé au SMIC, alors que c'est une anecdote pour ses cadres dirigeants. Donc, je trouve que le dispositif là-dessus est pas mal, pas idiot. Allons jusqu'au bout dans la réflexion économique. Donc là, je vais dire quelque chose que peut-être tout le monde ne va pas comprendre. Vas-y, exiger on a le temps. Une augmentation, exiger plus de pouvoir d'achat. Dans le fond, ça revient à dire, je réclame que le fruit de mon travail ou de mon épargne me permettent d'acheter plus du fruit du travail des autres. C'est ça que ça veut dire réclamer du pouvoir d'achat. On est d'accord. Bon. Est-ce qu'on est dans la situation qui s'y prête actuellement ? Je ne pense pas. En France, déjà, ça veut dire qu'on est donc arc-boutés les uns contre les autres. Je veux que mon salaire me permette d'acheter plus de ton travail. Donc il faut que ton salaire soit moins bien revalorisé que le mien. Donc ça nous oppose les uns contre les autres en France. Et puis, à l'échelle internationale, n'oublions pas que notre pouvoir d'achat, on le tire essentiellement de salaires de misère qui sont versés dans des pays en voie de développement. Donc tout ça pose des questions, finalement, de bonne entente au sein de la nation et de redistribution à l'échelle mondiale. Tu as parfaitement raison. C'est encore une idée utile, tiens, tu vois. Augmenter le pouvoir d'achat, et il faut 2 minutes... Je suis tout à fait d'accord. Bon, par ailleurs, très intéressant. Plus globalement, je pense qu'il y a une faute qui est commise dans cette période vraiment problématique, qui est de laisser penser que dès qu'il y a de l'inflation, l'État doit venir compenser. Donc ça, je trouve ça globalement malsain de se dire non, je ne suis pas là pour être votre coussinet qui amortit toutes les fluctuations économiques. Et c'est d'autant moins nécessaire pour des ménages un peu aisés qu'au moment de la période Covid, d'ailleurs, ils ont fait une surépargne importante. Donc je trouve ça vraiment négatif. Autant je trouve ça très légitime d'aller s'intéresser aux gens pour lesquels c'est un problème de vie quotidienne, c'est-à-dire qu'effectivement c'est manger, se déplacer, se loger. Autant je trouve que faire des mesures générales c'est vraiment idiot. Et alors dans l'exemple, pour reprendre le côté un peu absurde de ce que tu citais par rapport à la transition écologique, c'est l'annonce de la NUPES de dire je mettrai le gasoil, je garantis le gasoil à 1,40 €. Alors 1,40 €, ça veut dire que c'est formidable, je vais rouler énormément, je vais polluer beaucoup plus en gasoil grâce à cette mesure NUPES pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il y a ELV dans cet accord, ce que soulignait Emmanuel Ducrot, les interpellant sur la mesure, en disant mais ELV, vous êtes vraiment sûr que vous avez signé pour le gasoil à 1,40 € pour tout le monde et que c'est ça et que l'État doit subventionner parce que évidemment c'est pas le prix de marché. Le contribuable qui concourt à la facture du consommateur. Voilà, donc ça c'est quand même assez aberrant dans la période actuelle et je pense qu'il aurait fallu dire écoutez, voilà, on va vraiment faire attention à ce que les personnes en nécessité n'aient pas de contraintes supplémentaires de vie. Donc ceux-là, on va les accompagner avec des dispositifs ad hoc. Et en revanche, on ne fait pas les mesures pour tout le monde qui sont pas les bonnes mesures parce que c'est vraiment... Alors,
pour le coup, c'est vrai que c'est dans l'entreprise que ça va s'ajuster. C'est-à-dire qu'il va y avoir, entre les rémunérations et les prix... Si tu arrives à faire baisser marginalement le coût du travail, moi, j'ai rien contre, si tu veux. Tu vois, à travers les heures sup, à travers... mais on va reparler du fiscal, parce que c'est très intéressant. Mais à travers les heures sup, à travers le PEPA, à travers des choses comme ça, tu fais baisser le coût du travail marginalement. On est d'accord quand même. Oui, mais tu as un problème de... Mais tu as un problème de cotisation en face. Et ben voilà, on est d'accord. Et donc, en fait, là aussi, moi, je ne vais pas me faire l'avocat des syndicats de salariés, mais je reprends pour l'occasion de leur discours. Ils disent, et la sécurité sociale, vous la financez comment si vous exonérez tous les revenus du travail? Avec quoi vous financez la sécu? On marque une pause et on parle de... Et tu disais quoi Le moins 10 ans fiscal. Le moins 10 ans fiscal. Alors encore, je vais le citer toute l'émission, mais... alors vous savez ça, j'ai appris ça en fait. C'est-à-dire que donc notre hausse de pouvoir d'achat, depuis, alors je ne sais plus exactement, mais ça doit être une quinzaine d'années, est bien supérieure à la hausse du PIB. Donc en fait, on finance tout ça par la dette. Ouais. Très clairement, on finance tout ça par la dette depuis des années. On reparle de tout ça dans un instant.